Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous assistez tout à l'heure aux côtés d'Emmanuel Macron à la cérémonie de scellement. La liberté garantie aux femmes d'avorter est désormais inscrite dans la Constitution. Reste désormais à faire de cette liberté garantie une liberté réelle. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme en France a accès à l'IVG comme elle le souhaite ? Déjà, c'est quand même une grande journée. C'est une grande journée, on est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et en ce jour, la France va être le premier pays au monde à inscrire l'IVG, la liberté d'accès à l'IVG dans sa Constitution. Je crois que déjà ça peut nous réjouir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas garantir l'effectivité des droits. Parce que ça fait partie des questions qui sont posées désormais. C'est et après, et maintenant ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de faire monter en compétence d'autres professions médicales pour garantir que partout sur le territoire, les femmes aient accès évidemment à ce qui est maintenant donc une liberté inscrite dans la Constitution. C'est notamment la question des sages-femmes, de manière à ce que les sages-femmes puissent pratiquer non seulement les IVG médicamenteuses, mais aussi les IVG chirurgicales, puisque vous savez qu'il y a deux méthodes, évidemment, sur l'accès à l'IVG. On a élargi aussi les délais d'accès à l'IVG chirurgicale. On est passé de 12 à 14 semaines. Et puis, évidemment, l'accompagnement de toutes les femmes de manière systématique. Mais 17%, Aurore Berger, des femmes qui doivent changer de département pour pouvoir avorter. Est-ce qu'il faut des unités dédiées, peut-être des moyens dédiés, voire sanctuarisés dans les hôpitaux ? Et les moyens, ils sont dédiés. Le sujet qu'on a, c'est un sujet général dans notre pays. Les infirmières racontent que souvent, elles sont réquisitionnées sur d'autres missions, précisément les missions aussi, les blocs parfois. Ce sont des missions qui sont impérativement prioritaires. Après, vous avez deux méthodes pour recourir à l'IVG. Soit une méthode médicamenteuse que vous pouvez prendre évidemment, soit à votre domicile, soit si vous préférez rester d'ailleurs dans un contexte médical à l'hôpital, vous pouvez rester à l'hôpital et avoir recours à l'IVG médicamenteuse. Et puis, en fonction de la santé des femmes, en fonction parfois des délais, l'IVG chirurgicale. Et donc, il y a besoin évidemment d'un bloc. C'est une opération simple, c'est une opération qui prend à peu près 1 heure à être réalisée. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'on a un sujet de démographie médicale sur cette profession, comme sur beaucoup de professions médicales, que ce soit les gynécologues obstétriciens ou les sages-femmes. Donc ce qu'on fait, c'est on essaye de faire monter en compétences, encore une fois, c'est ce qu'on a fait avec les sages-femmes, pour se dire, il n'y a pas que les gynécologues obstétriciens qui peuvent pratiquer l'IVG, ils sont à peu près 5600 dans notre pays, il y a aussi justement les sages-femmes qui sont elles près de 25 000 dans notre pays qui vont pouvoir le faire. Donc ça veut dire que là, ça n'était pas possible. Là, les décrets sont en train d'être finalisés par la ministre de la Santé, normalement à la fin du mois. Donc ça veut dire que vous passez d'un potentiel de 5600 gynécologues obstétriciens qui pratiquaient les IVG chirurgicales à 25 000 sages-femmes qui, évidemment, en lien avec un médecin, si jamais il y avait les moindres complications, évidemment, vont pouvoir le pratiquer. Donc ça change aussi. C'était 3 jusqu'à présent. C'était 3, voire même 4. Donc c'était très encadré, trop. C'est d'ailleurs contraire à la volonté des législateurs, puisque ça avait été une disposition parlementaire qu'on avait souhaité introduire. Je l'avais votée. On a été nombreux à avoir initié cette disposition. Donc vous voyez qu'on élargit ces possibilités. Donc ça veut dire qu'on a un maillage aussi sur notre territoire pour garantir partout, évidemment, l'accès aux soins. Donc ce sera, si je comprends bien, à partir du mois d'avril. Si c'est la ministre de la Santé est en train de travailler sur la finalisation des décrets pour que ce soit effectif. Question très concrète, est-ce que les sages-femmes auront aussi droit à une clause de conscience ? C'est déjà le cas. Il y a une clause de conscience générale qui existe de toute façon dans notre droit, qui fait qu'évidemment, on n'obligera jamais un praticien, quel que soit ce praticien, une infirmière aussi, psychologue, même une secrétaire d'ailleurs. Enfin bref, il y a une clause de conscience qui fait que si vous ne souhaitez pas pratiquer cet acte médical, eh bien, on ne va pas évidemment tordre le bras d'un praticien pour le faire. En revanche, je le rappelle aussi, si vous êtes un médecin, que vous refusez de pratiquer cet acte, vous devez immédiatement réorienter la patiente, immédiatement la réorienter pour qu'elle ait accès à un praticien qui lui accepte de le pratiquer pour que vous ne retrouviez pas justement hors délai en vous mettant évidemment en risque. Donc sur les 25 000 sages-femmes, est-ce qu'on a le moyen de savoir combien pratiqueront l'IVG ? Là, je ne sais pas vous dire, mais je crois que, vu les discussions qu'on a avec l'Ordre national des sages-femmes, qu'il y a un engagement très clair des sages-femmes qui sont le premier recours de santé des femmes dans notre pays et qui souhaitaient avoir cet accès facilité parce qu'elles voyaient bien au quotidien que des femmes pouvaient être entravées dans leur accès aux droits et leur accès à cette liberté. La loi de 2022, elle prévoyait que les ARS mettent à disposition des femmes un répertoire des praticiens quand elles veulent avorter. Alors j'ai cherché sur les sites des ARS, j'en ai trouvé que 3 qui
propose ce répertoire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la loi n'est pas respectée? Il faut garantir qu'elle le soit, évidemment, partout. Mais je crois que l'objectif... Il faut mettre la pression sur les agences régionales de santé. Mais les agences régionales de santé, elles font vraiment leur travail. Non, vraiment. Là, il n'est pas fait. Mais après, on peut le renforcer, évidemment, et garantir l'effectivité. Mais notre enjeu, c'est quoi? Notre enjeu, c'est qu'une jeune femme, une jeune fille, une femme qui souhaite avoir accès à l'IVG doit avoir un parcours qui soit simplifié. Aujourd'hui, la première recherche que vous faites, c'est souvent sur Internet. Et là, c'est déjà un problème. Pourquoi? Parce que vous avez des entraves qui existent, malgré la loi, parce que vous avez des référencements de tous les sites qui veulent culpabiliser les femmes, désinciter les femmes, désinformer les femmes, qui sortent très en tête. Donc moi, je vais rencontrer tous les moteurs de recherche aussi sur ce sujet pour garantir qu'à un moment, ce soit d'abord de l'information avant de la désinformation. Ensuite, il y a tout ce qu'on fait pour le soutien à ceux qui sont aussi les centres de premier recours et d'information des femmes. Je pense notamment à nos centres de planning familial qui vont accueillir les femmes, qui vont orienter parfois aussi des jeunes filles qui juste ne savent pas du tout comment cet accès va se passer et qui les reçoivent de manière anonyme, de manière confidentielle et qui vont pouvoir les accompagner dans leur accès aux droits. Et puis évidemment, il y a le recours que vous avez soit en libéral, parce que vous allez voir notamment une sage-femme, soit le recours que vous avez à l'hôpital. Bref, l'objectif, c'est de simplifier le parcours des femmes pour qu'encore une fois, partout sur le territoire, en hexagone comme en outre-mer, les femmes aient accès au respect de leurs droits. Le planning familial qui réclame l'autorisation de pratiquer des IVG instrumentales dans les centres de planification, les centres de santé sexuelle, est-ce que vous êtes pour? Ça, c'est une discussion qu'on doit avoir avec le ministère de la Santé. Il faut toujours garantir évidemment la sécurité du parcours d'accès à l'IVG, notamment instrumental, parce que ça reste un acte chirurgical qui est réalisé. Je crois que l'élargissement aux sages-femmes est déjà une garantie supplémentaire extrêmement importante de l'effectivité de ce droit. Et peut-être juste un dernier mot, est-ce que vous avez des remontées de la part de médecins et peut-être de praticiens divers de dire on a aussi des pressions dans certains milieux pro-vie, des gens qui viennent nous embêter parce que nous on pratique des avortements? Mais les entraves, elles n'ont jamais arrêté. Elles n'ont jamais arrêté. Encore cette semaine, le centre de planning familial de Strasbourg a été attaqué. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas un répertoire exhaustif des praticiens qui pratiquent l'IVG? Non, mais ce qu'il faut, c'est évidemment nos praticiens, nos médecins, nos sages-femmes qui pratiquent les IVG ne sont pas des cibles. Et ne doivent en aucun cas, évidemment, être pris pour cible. Ce qu'on doit, en revanche, aux femmes qui souhaitent avoir accès à l'IVG, c'est que ce soit simple. C'est que ce soit simple parce que c'est un acte médical et c'est un acte médical qui est maintenant en plus inscrit dans notre Constitution et donc qui doit être partout protégé, préservé et garanti. Mais Aurore Berger, on se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Mathilde Romagnan à 8h40. L'armée américaine va construire un port temporaire sur le littoral de la bande de Gaza pour y acheminer plus d'aide humanitaire. Joe Biden l'a confirmé aujourd'hui lors de son discours devant le Congrès. Le président américain a renouvelé son appel à un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Appel à la grève du travail et des tâches domestiques aujourd'hui par une cinquantaine d'organisations et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. En ce 8 mars, des manifestations sont prévues dans plusieurs villes de France. Les 3 adolescents interpellés en France dans l'enquête sur un attentat déjoué en Belgique ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Âgés de 15 à 17 ans, ils ne sont pas soupçonnés d'être impliqués dans ce projet d'attentat, mais d'avoir été en contact avec des suspects. Il était le papa de Dragon Ball. Le mangaka Akira Toriyama est décédé. Il avait 68 ans. Dragon Ball s'est vendu à au moins 260 millions d'exemplaires dans le monde. En France, il est surtout connu grâce à son adaptation télévisée. France Info. Le 8-30 France Info, Julie-Marie Lecomte, Jean-Rémy Baudot. En raison d'un appel à la grève de la CGT Radio France déposé dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Aurore Berger, la prochaine étape, c'est l'inscription du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est en tout cas ce que souhaite Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, sachant que pour réviser cette charte des droits fondamentaux, il faut l'unanimité des 27 pays? Je crois que c'est un enjeu majeur, notamment des élections européennes qu'on va avoir. Qui on veut envoyer, notamment au Parlement européen? Quelle démocratie on veut au sein de l'Union européenne? Est-ce qu'on veut des pays qui soient justement progressistes sur la question des droits des femmes? Et en général, derrière les droits des femmes, il y a souvent les droits LGBT qui sont remis en cause. Ou est-ce qu'on veut au contraire des pays qui restreignent les droits et les libertés? Et je crois que ça, c'est un enjeu assez décisif de quelle Europe on veut. Moi, la semaine dernière, je rencontrais
toutes mes homologues européennes, quelques hommes aussi, mais au ministère de l'égalité, il y a quand même beaucoup de femmes, notamment la ministre polonaise. Vous savez qu'en Pologne, les choses ont un peu changé, le gouvernement a changé, mais aujourd'hui, ils n'ont pas de majorité au Parlement pour réviser justement et garantir cette capacité d'accès des femmes à l'IVG. Et justement, elle espère énormément de l'impulsion qui va ou pas exister au moment des élections européennes, le 9 juin prochain, pour se dire est-ce que oui ou non on a une force progressiste qui à un moment emporte l'Union européenne et qui va garantir plus de droits, plus de libertés, mieux les protéger, ou à l'inverse, est-ce qu'on a une force réactionnaire au sein de l'Union européenne qui pourrait progressivement rogner sur des libertés et des droits fondamentaux. Donc c'est aussi un des enjeux majeurs de cette élection. Quand vous entendez Joe Biden cette nuit devant le Congrès américain faire du droit de choisir l'un des axes de son discours et un des axes de sa campagne présidentielle, c'est pour vous une source d'espoir ? Oui, mais je crois que c'est important que tous les pays se réveillent, j'allais dire, sur cette question-là. Parce qu'encore une fois, vous savez, quand j'avais déposé cette proposition de loi, il y a ceux qui disaient « ça n'aboutira pas ». On a donné une réponse très claire. Puis il y a ceux qui disaient « de toute façon, ça ne sert à rien ». Ça ne sert pas à rien de protéger au plus haut niveau une liberté qui est une liberté fondamentale des femmes. Parce qu'encore une fois, on le voit des États-Unis à la Hongrie, à la Pologne, on a des attaques pourtant dans ce qui est considéré comme étant des démocraties occidentales avancées, notamment les États-Unis. Des femmes qui, dans certains États américains, même en ayant été violées, même en cas d'inceste, risquent aujourd'hui la prison. Donc, il faut un réveil des consciences, des peuples. Et pour ça, on a un bulletin de vote. On a un bulletin de vote le 9 juin prochain pour savoir aussi quels hommes et quelles femmes on veut envoyer au Parlement européen pour défendre des principes qui sont pour nous essentiels. On reviendra dans quelques instants sur la campagne européenne, Aurore Berger, mais l'IVG étant désormais gravé dans le marbre de la Constitution, il reste beaucoup d'autres combats, avec en tête évidemment l'égalité salariale. À quand, Aurore Berger, de vraies sanctions contre les entreprises qui payent les femmes moins que les hommes ? Rappelons que à temps de travail et poste identique, l'écart de salaire selon l'INSEE est de 4%. 4%. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a une moyenne nationale d'écart salarial qui est à 24% quand on est à travail égal et à temps de travail égal, c'est à 4%. Voilà. Ce qui veut dire plusieurs choses. Ce qui veut dire que les femmes continuent à subir beaucoup de temps partiel, parce que ce n'est pas nécessairement et systématiquement un choix. C'est d'abord souvent parce qu'elles subissent du temps partiel, donc forcément ça a des conséquences. Justement, ce temps partiel sur leur carrière. Berger, est-ce qu'il faut l'interdire ? En tout cas, ça veut dire qu'on a un engagement qui doit être beaucoup plus fort des organisations syndicales et patronales sur cette question-là, des entreprises sur ces enjeux-là, parce que mais l'engagement des entreprises, on voit ce que ça donne. Est-ce qu'il faut... On a une surreprésentation des femmes dans le temps partiel, et ce qui veut dire que tout au long, toute la construction de leur carrière va se faire avec des salaires en deçà, évidemment, de ceux des hommes, jusqu'évidemment à leur retraite. Tous les débats qu'on a eu sur la retraite, c'est évidemment la conséquence d'abord de votre carrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a été les premiers à mettre en place un index. Ce que je note aujourd'hui... Alors, attendez. Ce que je note aujourd'hui, c'est que plus personne ne remet en cause le fait qu'on ait un index égalité qui mesure si oui ou non, dans les entreprises de plus de 50 salariés, on a des écarts. Et ça a permis de faire bouger les choses. Pourquoi ? Parce qu'on a mesuré année après année. Et année après année, on a vu que la notation, elle progressait. Pourquoi ? Parce qu'on a des entreprises qui sont sincèrement engagées, puis parce qu'on en a d'autres peut-être moins sincèrement engagées, mais qui se sont dit qu'en termes d'image, en termes commercial, en capacité d'avoir à un moment des collaborateurs qui ont envie de les rejoindre, être mal notés sur les enjeux d'égalité, c'était pas une bonne chose pour elles. Est-ce qu'on doit aller plus loin ? Oui, et on va le faire. On a décidé que toutes les entreprises qui soit n'avaient pas mis en place cet index, soit n'avaient pas publié leur score, sans doute parce qu'il n'est pas assez bon, soit parce qu'ils ont des scores systématiquement en dessous de la moyenne, c'est-à-dire 75 sur 100, vont être exclus de tous les marchés publics de l'État. Donc ça, c'est quand même une mesure très forte. C'est des milliards d'euros chaque année, les marchés publics de l'État. À quelle échéance ? Est-ce que ça aussi, ça peut être mis en place ? À ce stade, on avait dit 2027. Est-ce qu'il faut accélérer ? C'est un des débats qu'on va avoir, puisque la ministre du Travail va réunir justement toutes les organisations syndicales et patronales. Et s'il faut accélérer, moi j'ai toujours dit en tant que ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, s'il faut aller plus loin sur les enjeux de sanctions, je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou en la matière. La maternité reste par ailleurs un obstacle dans la carrière des femmes, même si les 2/3 des pères prennent aujourd'hui leur congé paternité qui a été porté à 28 jours. Où en est exactement le congé de naissance annoncé par Emmanuel Macron ? C'était au mois de janvier. Alors déjà, nous, on a renforcé le congé paternité et c'est une bonne chose, non seulement pour les enfants, les pères, mais c'est aussi une bonne chose en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, évidemment. Et donc, on a 7 jours obligatoires et jusqu'à 28 jours. Là encore, des entreprises souvent vont plus loin, qu'on pense jusqu'à 100% de manière à encourager. Je note que oui, il y a de plus en plus de pères qui ont recours à ce congé paternité, mais qu'on a aussi des écarts très importants en fonction des types de métiers. En gros, plus vous êtes cadre,
plus vous allez avoir recours à votre congé paternité parce que c'est plutôt bien valorisé. Quand vous êtes plutôt employé, ouvrier, eh bien vous n'allez pas forcément le demander au-delà des 7 jours qui sont obligatoires. Donc, c'est pas forcément une histoire de salaire derrière, en fait, de rentrée d'argent pendant cette période-là. C'est aussi une question de perception, et là encore, de stéréotypes, de comment dès le plus jeune âge, on doit travailler sur des stéréotypes de genre qui sont très installés sur ce qu'on attend ici des petites filles, des petits garçons, et qui continuent tout au long de la vie. Déjà, ça change la perception des employeurs. Enfin, combien de femmes entre 25 et 35 ans ont eu une question de leur futur employeur qui était de dire « Est-ce que vous avez des enfants ou est-ce que vous envisagez d'en avoir récemment ?» C'est une question illégale. Mais moi, je l'ai eu, cette question. Sans doute vous aussi. Question qui n'est Sans doute pas que dans posée aux toutes hommes. nos carrières, on l'a. Et étonnamment, c'est une question qui n'est pas posée aux hommes. Mais si maintenant on dit, écoutez, entre 25 et 40 ans, un homme et une femme qui souhaitent avoir des enfants dans le cours de leur vie, les deux vont pouvoir s'arrêter. Les deux vont pouvoir s'arrêter plusieurs mois. Et on va faciliter le fait qu'ils puissent s'arrêter parce que ça va être bien mieux indemnisé qu'aujourd'hui. C'était 429 € le congé parental, ça va passer à 1800. Ça change le regard aussi que les employeurs vont être obligés quelque part de porter sur la parentalité, sur le fait d'être un homme et de devenir père, sur le fait d'être une femme et de devenir mère. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quand vous devenez père, c'est un accélérateur en termes de carrière. Quand vous devenez mère, ça plombe potentiellement votre carrière. Et on a des femmes qui renoncent au fait d'être mère, qui reportent leurs projets parce qu'elles ont peur que ce soit leur mort sociale et leur mort professionnelle. Et ça, c'est pas acceptable. Donc là, le congé de naissance, ce serait 50% du salaire. C'est ça les arbitrages c'est ce qu'on est en train de finaliser. Ce sera un plafond de jusqu'à 1800 €, là où aujourd'hui c'était 429 €. 1800 €, ce serait quoi, 50% du salaire? C'est ça qu'on est en train de finaliser et de définir. Mais en tout cas, le plafond aujourd'hui, c'était 429 €. Là, ça va être des indemnités journalières. Ce ne sera pas une indemnité comme c'était aujourd'hui organisée. Mais surtout, 429, vous passez à 1800. Donc, ce n'est pas la même chose sur la capacité que vous avez potentiellement à vous arrêter et à engager ce congé de naissance qui repose évidemment sur la liberté. Moi, je pense que ça, c'est important aussi. Liberté des femmes et des hommes d'avoir recours ou pas à ce congé. Mais je crois que ça change la donne, notamment en matière d'égalité. Et là encore, adoption à quelle échéance ? Pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque ça doit être intégré dans ce dispositif-là, donc automne 2024, pour que ça puisse être effectif dès 2025. Donc ceux qui nous écoutent, qui envisagent d'avoir des enfants, c'est le moment, s'ils le souhaitent évidemment, et en tout cas, ils auront accès à un nouveau droit, une nouvelle liberté. Attendez déjà la fin de l'interview. Aurore Bergé, ministre délégué chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes. On se retrouve juste après le fil info de Mathilde Romagnan à 8h50. La liberté garantie de recourir à l'IVG sera scellée aujourd'hui dans la Constitution. La cérémonie commence à midi en présence d'Emmanuel Macron. Et à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, elle sera aussi ouverte au public. C'est une première. Le président américain l'assure dans son discours devant le Congrès. Il ne pliera pas face à son homologue russe, Vladimir Poutine, dans la guerre en Ukraine. Joe Biden accuse aussi son adversaire Donald Trump de se soumettre, je cite, au président russe. La Grande Barrière de Corail subit un nouvel épisode de blanchissement massif selon les autorités australiennes. Un phénomène provoqué par le changement climatique. Le plus grand récif corallien du monde abrite quelques 1500 espèces de poissons et 4000 types de mollusques. Le football, belle soirée hier pour les clubs français. L'OM a battu les Espagnols de Villarreal 4-0 en 8e de finale aller de Ligue Europa. Et puis en Ligue Europa Conférence, Lille a battu les Autrichiens de Sturm Graz 3-0, toujours en 8e. France Info. Le 8-30 France Info, Julie-Marie Lecomte, Jean-Rémy Baudot. En raison d'un appel à la grève de la CGT Radio France déposé dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Aurore Bergé, en dénonçant les rapports parfois toxiques entre les réalisateurs et leurs comédiennes, Judith Godrèche a déclenché en France une nouvelle vague MeToo. Vous lancez une nouvelle mission sur les mécanismes à l'œuvre partout où s'exerce une domination hiérarchique. Vous pensez qu'on ne les connaît toujours pas, ces mécanismes-là ? Je pense que surtout, il faut qu'on détermine, non pas forcément les mécanismes à l'œuvre, mais les contre-pouvoirs et les régulations qu'on doit mettre en place. Judith Godrèche, elle a alerté sur un univers, qui est un univers dans lequel, évidemment, il peut y avoir parfois une toute-puissance du
réalisateur sur son actrice ou sur ses acteurs, puisqu'on a aussi ce mouvement MeToo Garçon qui est, je crois, très important pour notre société qui s'est lancé. C'est ce qu'on a vu aussi dans le sport. Sarah Abitbol avait été une des premières à décrire ce qu'elle avait pu subir, et dans un certain nombre de fédérations, on a bien vu aussi des mécanismes qui pouvaient exister. C'est le cas aussi dans d'autres secteurs, évidemment, d'activité. C'est-à-dire que quand on a une domination hiérarchique telle qui s'installe, mais qu'on n'a aucun contre-pouvoir, eh bien, à un moment, on a le risque que les personnes qui sont les plus vulnérables, les plus fragiles, qui ont peur pour leur avenir, pour leur carrière, qui ont peur tout simplement en vérité, eh bien, ne puissent pas agir, n'aient pas les moyens d'agir. Donc c'est ça qu'on doit garantir. Donc on le fait, ministère de la Justice, ministère des Sports, ministère de la Culture, ministère de la fonction publique aussi, de manière à garantir que partout où il y a cette domination, ce pouvoir hiérarchique qui existe, eh bien, on a aussi en face des contre-pouvoirs. Ce qu'on a fait par exemple aussi dans le monde de la politique. Quand vous êtes un parlementaire et que vous avez un assistant ou souvent une assistante parlementaire, vous voyez bien que le pouvoir n'est pas à égalité. Et donc, vous avez besoin d'avoir, ce qu'on a fait aussi, des cellules dédiées de lutte contre le harcèlement, des endroits où si vous sentez que la relation est en train de prendre une tournure qui est détestable, de violence éventuellement qui peut s'installer, d'agression, d'atteinte sexuelle, eh bien qu'évidemment, au-delà du travail nécessaire police-justice, vous avez aussi des outils de régulation interne vers lesquels vous pouvez vous tourner. Donc cette mission, elle va durer quoi ? 3 mois ? Oui, l'idée c'est d'aller vite, mais d'être très efficace. Elle aboutit sur des mesures, un plan avec des moyens. Ah bah oui, des moyens, mais surtout, c'est au-delà des moyens, parce que c'est pas tant des moyens budgétaires, là en l'espèce, que imposer que dans toutes ces organisations-là, on ait des règles claires. Il se passe quoi quand on a une jeune fille avec un entraîneur sportif ? C'est quoi la règle qu'on doit mettre en place quand vous devez parfois partir en tournoi à travers la France ou à travers le monde ? Il se passe quoi entre un réalisateur sur un plateau de tournage et des acteurs ou des actrices ? Judith Godrèche, elle a reçu des milliers de témoignages. Vous allez les étudier ? Si elle y donne accès, mais c'est des gens qui lui ont écrit parce qu'ils lui faisaient confiance à elle. Si elle souhaite, et si ces personnes souhaitent témoigner, oui, nous, on va créer un appel à témoignage. Si les personnes veulent pouvoir témoigner, alors je dis là, on le republiera, c'est témoignage au pluriel EFH@pm.gouv.fr, témoignage au pluriel-EFH@pm.gouv.fr. Toutes celles et ceux qui veulent témoigner, y compris de manière totalement anonyme évidemment et confidentielle, leurs témoignages ne seront pas révélés, sauf s'ils le souhaitent, pourront le faire. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à construire, je crois, des politiques. Ils seront lus par efficaces. qui ces messages-là ? Par moi, notamment, par des fonctionnaires qui travaillent et qui nous accompagnent sur cette mission, évidemment, qui sont ici des avocats, ici des magistrats. Et encore une fois, je pense que c'est aussi comme ça qu'on a une révélation de ce qui se passe. Regardez la Civise, ce sont des milliers et des milliers de témoignages. Et c'est aussi comme ça qu'on a pris conscience de l'ampleur des phénomènes et des mécanismes à l'œuvre. Aurore Berger, la Française des Jeux veut que les bureaux de tabac, 29 000 points de vente, puissent devenir des refuges pour les femmes. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un bureau de tabac d'accueillir des femmes qui pensent être victimes ou qui se savent victimes de harcèlement dans la rue ? Je crois que c'est le rôle de toute la société. J'ai rencontré la créatrice, on était hier dans un bureau de tabac. Vous savez comment l'idée lui est née ? L'idée est née parce qu'elle était dans la rue un soir et qu'elle a un homme qui a tenté de l'agresser sexuellement. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu trouver un refuge et que le vigile à l'entrée lui a dit « Vous êtes gentil, mais vous n'avez pas la bonne tenue, vous n'êtes pas invité, donc vous passez votre chemin, j'ai pas à vous accueillir. » Donc à un moment, c'est aussi une mobilisation de toute la société de se dire « Je suis une femme, une jeune femme, une jeune fille, je suis seule dans une rue et il y a quelqu'un qui a tenté de m'agresser, il y a quelqu'un qui presse le pas, j'ai peur, et bien je sais qu'il y a des lieux d'accueil, de refuge dans lesquels je peux aller. » Et l'avantage de ces lieux, notamment ces bureaux de tabac, c'est qu'ils sont ouverts très tôt le matin, ils sont ouverts souvent tard le soir, et donc ça permet aussi d'avoir un maillage. Ça vient compenser une forme de manque de civisme. Enfin, je suis désolé, mais quand quelqu'un se fait agresser dans la rue, on lui ouvre pas la porte, c'est une assistance à personne en danger au minimum. Je sais bien, mais combien de femmes dans le métro ont subi des attouchements ? On subit des agressions, on subit des atteintes sexuelles, dans une indifférence assez générale de celles et ceux qui pouvaient les entourer. Je ne connais pas une femme qui n'a pas subi, moi-même, je pense que toutes les femmes ont subi ce genre d'atteinte sexuelle, d'agression. Ça se voit pourtant. Donc c'est un moment, une mobilisation de toute la société. Au premier rang, c'est l'État. C'est l'État qui doit le garantir. C'est ce qu'on fait sur la police, sur la justice, sur les moyens qu'on y met, évidemment. Mais après, c'est évidemment toute la société qui doit se sentir concernée quand une femme est potentiellement en danger parce qu'il y a, malheureusement, un certain nombre de prédateurs. Et donc, encore une fois, c'est cette société qui doit se réveiller. Et donc, tant mieux si elle a la mobilisation. Aurore Berger, vous parliez des moyens. Bercy va amputer vos moyens, justement, de 7 millions d'euros. Vous allez les prendre où, ces 7 millions ? C'est une discussion qu'on est en train d'avoir, moi, de manière très claire. Je l'ai dit, je l'ai réaffirmé et je l'ai dit au ministre de l'économie qui est évidemment d'accord. Il n'y a pas 1 euro
qui sera pris sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, sur le planning familial. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce que vous êtes prête à sacrifier? Pour l'instant, pas grand-chose. Donc, c'est une discussion qu'on est en train d'avoir pour garantir, encore une fois, l'effectivité des droits des femmes, sachant que pour la première fois aussi, on a demandé, c'était d'ailleurs ministre des Comptes publics de l'époque, aujourd'hui Premier ministre, que dans chaque ministère, eh bien, ils nous disent concrètement quel est le budget en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes qu'ils mettent en place. Donc ça veut dire qu'à l'automne prochain, parce que vous savez, on a un automne budgétaire, dans chaque ministère, police, justice, santé, logement, éducation, enseignement supérieur, partout, on saura le budget que la France consacre aux enjeux d'égalité. Merci beaucoup, Aurore Bergé, ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et aussi de la lutte contre les discriminations. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 8h30 France Info ce matin.